Bonjour à tous les amis, c'est le Dandy, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Entrejeux Studio pour vous faire une présentation du jeu Primeval Peril, une aventure dans l'univers de Sleeping Gods. Alors, Sleeping Gods a été imaginé par le fabuleux, le talentueux, le génialissime Ryan Laukat et est édité par Red Raven Games et aujourd'hui localisé au cours d'une campagne en financement participatif sur Game on Tabletop par nos amis de Lucky Duck Games. Je vais vous présenter les règles de base du jeu ainsi que quelques tours de la partie, histoire de vous imprégner un peu de cet univers qui évolue légèrement par rapport à l'expérience de base de Sleeping Gods de manière simplifiée, mais pas dénué d'intérêt et de nouveautés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera une opinion suffisamment étayée pour savoir si ce jeu est fait pour vous. Bonne vidéo! Nous voilà donc incarnant le capitaine Jim Vine, capitaine d'un fier petit navire qui se retrouve téléporté dans une jungle inhospitalière et luxuriante au beau milieu d'une rivière, sans savoir pourquoi ni comment, accompagné de 4 membres d'équipage. Et l'objectif du jeu va être de retrouver dans un temps imparti Shenli, le mari de Mei Ling et le père de John, ce faisant dans un, comme je disais, un temps réparti par le nombre de lunes, c'est-à-dire le nombre de fois où l'on va se reposer, ou des événements vont déclencher des quarts de lune. Là, je vais faire une aventure en solo, donc je vais incarner les 5 personnages du jeu. Voilà, sans plus attendre, nous allons résumer la manière dont se déroule un tour. Donc, au début d'une manche, vous allez avoir différentes actions à votre disposition. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer, explorer, vous reposer ou réparer votre navire s'il a subi des dégâts. On doit choisir un des 5 personnages à incarner pour ce tour, puis on tire une carte événement, ce qu'on va faire dès maintenant, et on va commencer par résoudre les difficultés que nous allons rencontrer. Premier événement, vous découvrez une pile de caisses recouvertes de toiles d'araignée derrière un rocher. Vous gagnez 2 objets, donc là, coup de bol pour démarrer la partie, je gagne une carte au trésor, et je gagne une corde. Les objets que l'on trouve, on va les mettre sur les personnages. Je propose de mettre la corde... Bon, pour l'instant, on va tout mettre sur le capitaine Jim. Donc les objets peuvent être défaussés au cours de l'aventure pour nous faire gagner des points supplémentaires lors d'un test au cours d'un challenge, ce que l'on va voir prochainement, mais également peuvent nous servir, dans certains cas, par rapport à l'aventure et aux différentes zones sur lesquelles nous allons nous déplacer. Donc là, par exemple, pour ma première action, je vais incarner le capitaine. On va donner l'exemple à tout le monde, soyons fiers et braves. Et je vais partir pour ma première action et faire un voyage. Donc là, je déplace la montre d'un cran pour dire que je viens de dépenser du temps pour faire cette action. Et je décide d'aller vers le nord. Alors pourquoi? C'est arbitraire, je pense que c'est plus sympa d'aller voir la région du nord. Donc je m'y rends. J'arrive sur la zone 1 que je peux explorer. Alors explorer, ça coûte 2 unités de temps. Décide de faire l'action explorer sur la zone numéro 1. Et je prends le livre narratif dans lequel se trouve l'explication de ce que l'on trouve en zone 1. Alors que le vrombissement des insectes envahit vos oreilles, les côtes s'étendent devant vous et vous apercevez un homme assis sur le bord de la rivière. Le sol autour de lui est recouvert de feuillage et il vous appelle alors qu'il vous aperçoit. Vous vous approchez de ce dock de fortune sur la côte pour le rencontrer. Est-ce que c'est le destin qui vous envoyait à moi en cette heure de péril? Aidez-moi, je vous en prie, ou laissez-moi ici. C'est une pièce d'un puzzle mortel, n'est-ce pas? Peut-être que c'est bien le destin qui nous envoie, dit le docteur Milk. Nous nous sommes perdus, nous aussi. Pouvez-vous nous dire où nous sommes? L'homme passe les doigts dans sa barbe. John intervient. Mais on n'a pas besoin d'une leçon d'histoire, on a seulement besoin de retrouver mon père. Et de quoi a-t-il besoin? Demande Loïs, en faisant oui de la tête à l'homme, qui jette un œil à la harpie, comme s'il s'agissait d'un repas délicieux. Bien, je peux vous guider à travers la rivière. Il nous offre son aide. Je peux vous accompagner jusqu'à une chute d'eau au nord d'ici. Peut-être que c'est là que votre père se trouve. Il y a juste quelque chose d'important et je dois retourner dans cette direction. Est-ce qu'on lui demande de s'expliquer ou au contraire, est-ce qu'on essaye de le distraire pour essayer de chercher des indices? Donc si je veux le distraire, ça me demande un challenge. Si je veux lui demander des explications, je n'ai juste qu'à lire la phrase, le paragraphe suivant. Donc je vous propose de faire notre premier test pour voir comment cela fonctionne. Donc en l'occurrence, je décide Lois Owens, qui a un très fort score de perception, puisqu'elle a 1, 2 et 3, grâce à une canne à pêche qu'on a découvert au début de la manche. Donc je dépense un point d'endurance pour que cette Lois Owens participe, et Capitaine Jim, qui lui est le participant principal, m'apporte 1 de ruse, elle 3 de ruse. Je lance le dé de destin, j'ajoute le résultat, je suis donc à un total de 8 points de ruse, donc c'est une réussite absolue, et je n'avais même peut-être pas besoin de faire appel à Lois, mais bon,
on ne sait jamais ce que le destin nous réserve. Donc, comme j'ai réussi, je ne subis pas le malus et je vais lire le chapitre 1.3. Vous lui demandez des précisions sur la rivière, sur la jungle et sur tous les dangers que vous pourriez rencontrer. L'homme vous répond, mais il s'arrête abruptement lorsqu'il voit Loïs qui essaye d'attraper une des jarres qui se trouve près de la côte. « Remets ça à sa place !» crie-t-il, « ou tu le regretteras pour toujours !» Vous sautez tous urgemment dans le navire la Harpie et le laissez sur la côte en train de hurler. Vous gagnez 2 pièces et la carte 58. On peut barrer le lieu numéro 1 et on retourne sur la carte. Donc lorsqu'un lieu a été rencontré, on ne peut évidemment plus y retourner. Là, en l'occurrence, je gagne 2 pièces. Ces pièces-là, je vais pouvoir les rentrer dans mon navire puisque, vous savez quoi, donnons-les à une au docteur et une à John. Les pièces, elles aussi, peuvent être dépensées soit pour gagner 1 point de ruse, donc John n'en a pas, ça pourra lui servir, mais il faut dépenser la pièce, ou alors, ça peut être utilisé, comme on va le voir plus tard, peut-être chez un marchand, ou si une épreuve à un moment nous demande de jeter une pièce. Je dois également trouver la carte numéro 58. Donc je viens de trouver une seconde quête qui me dit « La chauve-souris dorée ». Je viens d'avoir un nouveau mot-clé qui s'appelle « Cursed », donc maudit. Les mots-clés vous permettent de déclencher certains paragraphes dans le livre d'aventure. Et par exemple, vous ne pouvez pas interagir avec tel élément si vous n'avez pas le mot-clé « Cursed ». Ou alors, ils peuvent être également utilisés, ces mots-clés, comme un moyen de vous rappeler que vous êtes déjà allé dans un espace et que, comme vous avez déclenché une première fois les événements qui s'y trouvaient, eh bien ce mot-clé, lorsque vous y retournez ultérieurement, vous empêche de tourner en boucle et de refaire exactement la même chose qu'au début. Donc là, on nous dit, vous avez volé une statuette de chauve-souris en or d'un homme qui était perdu dans la jungle. Donc ça me servira peut-être plus tard, je le mets dans mon panel de quêtes. Et comme c'était indiqué, je barre la croix sur le 1 pour dire que je ne peux plus retourner, enfin que j'ai déjà fait cet endroit et que je ne peux plus y retourner. Voilà, on a déjà fait une exploration, on n'a rien perdu de particulier, pas de dégâts ou quoi que ce soit. Je décide de dépenser un temps à nouveau pour me déplacer ici. Donc là, il ne me reste plus qu'une unité de temps pour faire quelque chose. Soit je continue à me déplacer, soit j'explore dans cette région. Plutôt que de perdre mon temps, je décide d'aller un petit peu plus loin. Alors, sachez que dans ce genre de situation, le joueur actif, lorsque vous jouez à plusieurs, peut décider d'interrompre son tour quand il lui reste du temps, ce qui permet au joueur suivant de bénéficier d'un bonus de 1 temps sur son tour complet. Donc il aura la possibilité de faire un peu plus d'actions que vous. Là, en l'occurrence, ce n'est pas nécessaire pour moi, donc je vais me déplacer vers le nord. Et lorsqu'on arrive à une frontière comme ceci, ça nous dit « Allez à la page numéro 4 ». Donc je tourne la page 4 et je démarre à cet endroit. Donc juste en bas. Hop, le temps est passé, je ne peux plus explorer. À partir du moment où tout le temps est terminé, je passe ici. C'est un nouveau joueur, donc comme ce n'est que moi, il n'y aura que moi qui va jouer, mais je joue à nouveau. Et je tire un événement. Et là, c'est la fièvre. Après avoir fouillé une ruine pas très saine, Mei-Ling revient avec une forte fièvre. Donc, Mei-Ling est obligée de subir le jeton affaibli. Affaibli fait qu'elle a -2 à tous ses talents. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc, on considère qu'elle a -2 dès qu'on va faire un test avec le dé. Et pour enlever l'effet Weekend, je peux éventuellement décider de dépenser 2 points de compétence d'endurance avec le docteur Timothy Milk. Et comme c'est écrit sur son plateau, si je dépense 2 points, je peux retirer un poison ou retirer un affaibli. Pour l'instant, on va laisser à Mei-Ling le temps de se reposer. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la soigner tout de suite. On ne sait pas quels sont les périls que nous allons rencontrer. Et je gagne une torche. Donc la torche est un outil qui permet, on va le laisser à Mei-Ling puisque c'est elle qui l'a trouvé, qui permet soit de gagner +1 lors d'un test de perception, soit de faire une blessure automatique à un adversaire lorsque l'on est en combat. Vous remarquerez d'ailleurs, je ne veux pas trop spoiler, mais que sur la partie droite du livre, à chaque fois il y a des ennemis, puisque lorsque vous faites une rencontre sur une exploration particulière, vous tomberez nécessairement sur les ennemis qui se trouvent sur votre droite. Donc nouveau tour, on est sur une petite plage avec un petit feu de camp, je me dis bah tiens, et si on allait explorer? Donc commençons par ça, je dépense 2 unités de temps, et j'explore la zone numéro 5. Il n'y a pas d'autres éléments indiqués, donc je prends le livre et je vais lire tout de suite au numéro 5. Un homme avec de longues tresses rassemble des morceaux d'épave d'un canoë. Ah ben, encore une rencontre. Lorsqu'il vous aperçoit en train de vous approcher, il jette à la hâte tous les morceaux de planches qu'il a ramassés et se précipite vers de nombreuses pierres
La colère commence à inonder son visage alors qu'il vous hurle, chacun d'entre vous, « Allez-vous-en, vous n'appartenez pas à ces rivières !» Alors qu'il se baisse pour ramasser davantage de pierres, vous apercevez autour de son cou une fleur de couleur carmin qui pend au milieu d'un collier de perles. « On n'a pas envie d'être là non plus !» dit John, en essayant de raisonner l'homme furieux. « Un monstre a emporté mon père, et on essaye juste de le récupérer !» L'homme jette des rochers en direction de John, et l'un d'eux l'atteint à la mâchoire. John subit 3 dégâts. Il est trop gentil, John, il s'est pas préparé. Alors là, j'ai 2 solutions. Soit on débarque, et on essaye de prendre le collier en forme de fleur de l'homme, ce sera un test de force de difficulté 8, soit on essaye de convaincre l'homme que nous ne sommes pas une menace, là c'est un test de ruse, et en l'occurrence, si on le rate, eh bien, on retourne sur la carte et ça s'arrête là. Donc moi, ou alors on l'ignore et on continue notre route, et à ce moment-là, on barre la zone. Moi je vais tenter de le raisonner, puisqu'avec Lois Owens, on a quand même un fort potentiel de ruse. Donc je vais lancer le dé. On est à 3, il me faudrait un 4, sachant qu'on a 1, 2, 3 chances. Une chance sur 2 de réussir, allez. Ah, bon, bah c'est raté. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors qu'il aurait fallu 7. Je n'ai rien pour aider de plus ce tour-ci, donc malheureusement c'est un échec. Ça me dit de lire le paragraphe 5.1. Non, c'est un échec, donc je dois retourner sur la carte. Je peux tenter par contre de re-intervenir sur cet endroit-là. Mais comme ça s'est mal passé, je pense que je vais juste avancer un petit peu plus. Alors ici, on va tenter l'exploration pour vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Là, il y a écrit, il y a un petit symbole sur la carte qui signifie que lorsque l'on est sur une case de ce type, si on veut faire l'exploration, on doit d'abord résoudre un petit événement annexe qui se trouve sur cette page. Et en l'occurrence, il s'agit là d'un trésor caché. Ça nous dit que vous devez payer une carte au trésor, donc ça tombe bien, on en a une avec le capitaine Jim. Puis on va barrer la croix sur ce lieu, donc évidemment on va la barrer ici. Et à ce moment-là, je dois faire un test de perception de niveau 6. Si je réussis, je perds 8 points de vie, c'est catastrophique. Si j'échoue, pardon, mais si je réussis, je gagne une pièce et la carte numéro 47. Écoutez, je suis une personne de naturel curieuse, donc je pense que je vais tenter. Malheureusement, je n'ai personne qui a un bonus de perception, sauf Mailing si je dépense la torche, mais elle a -2 à tous ses skills, donc ça n'est pas hyper intéressant. Je pense qu'on va utiliser le Capitaine Jim. On va ensuite dépenser... Non, allez, on va utiliser le Dr Timothy Mill, qui est perspicace. On va dépenser 1 d'endurance chez John, qui va l'assister, lui apporter +1. 1 d'endurance chez Capitaine Jim qui lui aussi va lui apporter +1, donc je suis sur un total de 3. Et on va utiliser 1 d'endurance chez Mailing pour avoir un total de 1, 2, 3, 4. Il me faut un 4+ à nouveau. Ok, là on a fait un 6, donc c'est une réussite totale. Comme indiqué, je barre l'événement sur la carte au niveau 21. Je ne prends pas 8 dégâts, mais je gagne immédiatement une pièce. Ça, c'est cool. Bon bah, la dernière pièce, on va la donner à Lois Owens, et je gagne également la carte numéro 47. Alors, carte 47, qu'est-ce que ça nous dit? Je viens de trouver un objet de combat, une griffe étrange, mais qui est très puissante, puisqu'elle donne 3 d'attaque, plus 1 dégât par symbole de ruse sur un personnage, donc clairement c'est un objet pour Lois Owens, ça c'est sûr et certain, plus le jet de dés, et enfin, on va retirer 2 de puissance sur un monstre, donc ça je vous le montrerai lorsqu'il y aura un combat. Et si je fais un 1, c'est moi qui prends 3 dégâts. Je suis maladroit et je me blesse avec. Donc je vais... les objets de combat ne vont pas ici, donc ils vont dans le deck combat. Et on va enlever tout de suite. Voilà, on va enlever une carte combat. Et puis je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert. Bon, bah maintenant que j'ai fait mon action d'exploration qui m'a coûté 2 points, et ben j'ai terminé cette partie. J'ai le droit d'aller voir le 21. Que se passe-t-il à la zone 21? Un squelette est assis confortablement, au sec, sur un petit chemin boueux, comme s'il était en train de prendre le soleil lorsque la mort l'a trouvé. Des rats émergent d'entre les racines des arbres, aussi larges et aussi gros que des humains, et ils se baladent autour du squelette comme des soldats paresseux. Ils arrachent quelques petits morceaux du sac du squelette. De son sac tombe une hachette un petit peu rouillée. Donc ces gros rats vont manger en partie la sacoche en cuir du cadavre et emporter une hachette qui tombe de son sac. Et ils repartent dans la jungle. Donc nous pouvons soit les suivre, soit faire une fouille sur le squelette pour un test de perception. Peut-être que les rats auraient raté quelque chose d'intéressant à trouver. Là, en l'occurrence, bah écoutez, je suis assez curieux, je propose qu'on suive les rats. Donc je pars
en 21.1, à la fin du chemin se trouve un temple avec des gravures intriquées étrangement faits de blocs de granit. Chaque coin de pierre de ce temple est entouré avec des détritus provenant de la jungle, notamment des lianes et des feuilles. Des nuées d'oiseaux colorés sont en train de se reposer sur les différentes faces du temple, en battant des ailes et en faisant du bruit avec leur bec, alors que les rats sont en train d'allumer un feu pour faire la cuisine devant le temple. Soit je peux tenter de voler très discrètement tout ce qu'il y a, soit je peux les attaquer. Et pour les besoins de cette présentation, je vous propose qu'on fasse un test de combat, ce qui pourrait être très intéressant. Donc là, en l'occurrence, on va commencer par dépenser 2 points avec le docteur Timothy Milk pour enlever l'affaiblissement sur Mei-Ling, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un personnage affaibli. Et on va démarrer le combat. Donc là, le combat va se passer obligatoirement avec les 3 personnages sur le côté. Pour démarrer un combat, vous utilisez votre deck combat qui doit être composé d'au moins 12 cartes. Donc vous mélangez vos 12 cartes, puis vous en prenez une par personnage que vous contrôlez. Donc là, en l'occurrence, comme je suis tout seul, je vais en prendre 5. Je vais pouvoir les utiliser comme je le souhaite, une par personnage maximum, et je ne peux utiliser que 4 cartes combat au cours d'une manche. Donc comment ça se passe? Chaque carte va proposer un nombre de dégâts bruts plus un nombre de dégâts additionnels que l'on obtiendra avec le dé ici. Ça peut être négatif, 0 ou aller jusqu'à 3. Je vais donner chacune des cartes à chacun des personnages en fonction de ce qui me semble le plus judicieux, ce qui va me permettre de faire des dégâts aux monstres jusqu'à tous les battre. Les monstres de leur côté ont eux aussi des dégâts. À chaque fois qu'on va les attaquer, ils font une contre-attaque, mais aussi ils vont infliger des dégâts additionnels grâce à leur puissance. Donc là, c'est plutôt facile. Tous les rats ont plus 1 de puissance qui est inscrit ici. Et on va commencer tout de suite le combat. Donc c'est moi qui vais commencer. Et ça tombe bien. Écoutez, j'ai trouvé une clé à molette. Et je pense que la clé à molette va être plutôt utile sur John Lee. Alors, il a pris des dégâts, mais on va quand même tenter notre chance. La clé à molette fait que ça inflige 0 dégâts, plus 1 par symbole de bricolage qu'il a sur lui. Donc là, en l'occurrence, il a 2, ça lui fait plus de dégâts, plus le dé, et quand j'attaque, j'enlève un symbole de puissance sur le rat que j'attaque. Donc là, je choisis ma cible. Pour battre un ennemi, il faut avoir barré avec des gouttes de sang tous les cœurs de ce personnage. Les petits sabliers expliquent qu'à la fin d'une phase de combat, lorsque tous les joueurs ont chacun fait leur tour d'attaque, le rat va infliger envenimé sur un de mes personnages. Celui-ci va donner 1 de bonus de puissance à tous ses alliés, donc il ne va pas m'aider. Et lui va donner l'effet affaibli sur un de mes personnages. Donc là, clairement, il faut que je batte le raider en premier si je ne suis pas convaincu d'arriver à faire suffisamment de dégâts en un tour. Et justement, il s'avère que lui a énormément de points de vie. Il en a 9, 10, 11, 12, donc ça va être très dur de le battre. Donc là, on va faire la première attaque avec John Lee, avec la clé à molette, et on va attaquer. Hop. Ah non, lui, pardon, il a 3 de puissance. J'ai oublié 2 points de puissance. Je pense qu'on va utiliser sa compétence ici, qui dit qu'on peut retirer 1 point de puissance d'office. Donc comme ça, je vais lui enlever 1 point là. Je vais lancer le dé. Oups, évidemment, au milieu, c'est mieux. Donc là, j'ai fait 1 dégât, plus 1 par clé à molette, donc 3 dégâts en tout. Et là, les 3 dégâts, je peux les appliquer comme je le souhaite. Donc soit je mets une goutte de sang sur 3 dégâts, parce que j'en ai fait 3, donc je peux les barrer. Soit je mets sur 2 dégâts ici, et après je suis obligé de mettre les gouttes de sang de manière adjacente, orthogonale. Je ne peux pas les mettre en diagonale. Donc là, si je mets mes 3 dégâts en commençant par là, ça coûterait 1, après je ne peux pas en faire plus. Là, c'est pas hyper intéressant. Là, si, voilà, on va faire ça. Je mets 1 dégât ici. Donc là, il ne donnera plus de bonus de puissance aux alliés. Et les 2 dégâts qu'il me restait, je les mets sur le cœur de ici. Alors maintenant qu'on a des dégâts à cet endroit-là, on peut faire des attaques qui vont taper les ennemis adjacents. Donc là, en l'occurrence, je pourrais en mettre 2 sur lui si je voulais après. Ou alors redémarrer complètement depuis un monstre à 0 et dire je mets un dégât là, puis là, puis là. Là, on va utiliser le pouvoir contre-attaque. Il a 2 de puissance. Moins 1 parce que j'ai utilisé le talent de John, moins 1 grâce à la clé à molette. Donc il n'a plus qu'un de puissance et 2 dégâts. Il me fait 3 dégâts de contre-attaque. John perd 3 points de vie immédiatement puisqu'il n'a rien qui lui permette de bloquer ça. Maintenant, on va utiliser probablement la provocation. Donc là,
Loïs va utiliser provocation sur un adversaire, pourquoi pas sur le rat qu'on vient d'attaquer. On va essayer de le battre. Ou alors sur un rat à côté. Tiens, on va faire ça. Donc là, en l'occurrence, Loïs, ce qu'elle a, c'est 0 dégâts d'office, plus 1 par symbole russe, donc 1, 2, 3. Et elle fait sauter 2 dégâts sur un personnage. Donc là, en l'occurrence, enfin 2 puissance. Donc on enlève 1 de puissance. Je lance le dé pour son attaque. Décidément, je n'ai pas de chance, elle fait 1. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Par contre, elle a un bien meilleur résultat que John sur son attaque. C'était une provocation efficace. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on va mettre un dégât ici, parce que j'ai pas envie de me faire empoisonner. Un dégât là, un dégât là. Non, un ici et un là. Voilà. Lui est presque KO, il lui reste 3 points de vie. Je pourrais atteindre les points de vie par ici et par ici. Donc on va essayer de le finir d'un coup. Contre-attaque du rat, il a 2 d'attaque et il a perdu son point de puissance. Donc, comme je n'ai pas de capacité de blocage avec elle, Loïs prend 2 dégâts. 1, 2. Ensuite, on va utiliser... là, c'est des dégâts purs, donc on va dire que le docteur Timothy va attaquer avec une machette. Donc lui, c'est très simple, il attaque à 2 plus le résultat du dé. C'est incroyable. J'ai encore fait 1. Là, j'ai fait 3 dégâts. Donc, en l'occurrence, 3 dégâts... on va peut-être essayer de finir le rat qui est ici, ou alors on va peut-être s'attaquer à l'autre. Non, on va s'attaquer au rat qui est là-bas. Les effets de fin de tour sont terribles, donc on va faire en sorte de ne pas en subir trop. Donc là, le rat me contre-attaque pour 2 plus 1 parce que j'ai encore son point de puissance ici. Le docteur Timothy prend 3 dégâts. Et la dernière attaque, on va dire que c'est Mei-Ling qui va l'appliquer. La Mei-Ling, elle a une machette... non, pardon, ah oui, c'est une différente. Mei-Ling, elle va utiliser la machette comme ceci. 2 dégâts plus le résultat du dé. Allez, ça roule cette fois. Voilà. Là, on est à 4 dégâts, c'est déjà mieux. Donc 4 dégâts, c'est marrant, mais ça me permet de finir le petit rat qui se trouve ici. Donc là, je mets mes 2 premiers dégâts ici, plus un là, plus un là. Alors, il y a quand même la contre-attaque du rat. Donc là, Mei-Ling va prendre 3 dégâts aussi. 1, 2, 3. C'est la fin du tour, vu que j'ai joué mes 4 cartes combat. Et dans cette situation, les monstres ont un tour d'attaque. Lui est battu. Je vais juste mettre un truc ici pour me le rappeler. Il ne contre-attaque pas. Le Zarg Rat Raider va m'attaquer pour un total de 2 plus 1, 3. Je dois choisir qui va subir. Je pense que c'est le capitaine qui va s'interposer, qui prend 3 dégâts. Et le Zarg Rat de base, lui, il n'a plus que 2 dégâts. Il attaque quelqu'un. Je pense que c'est le docteur Timothy qui va prendre 2 dégâts. Et on redémarre un nouveau tour. Je repioche autant de cartes que j'ai jouées. 1, 2, 3, 4. Et je recommence un tour de combat. Donc là, en l'occurrence, je vais décider tout de suite d'utiliser la griffe de combat sur Loïs, sachant que cette griffe est très puissante. Elle fait perdre 2 de puissance, donc je vais probablement attaquer celui-là. Et elle fait 3 dégâts de base, plus 1 par ruse, plus 1 le dé. Et si je fais un 1, par contre, c'est une catastrophe. Oh, alors là, c'est monstrueux pour le monstre. J'ai fait 3 dégâts, plus 3 grâce à ma ruse. Ça fait 9 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais potentiellement monter à 10 si je dépensais ma pièce, mais je ne pense pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou alors... Ouais, non, 8, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc lui me contre-attaque pour 2 dégâts. Je n'ai pas de contre, donc je prends 2. Alors, on va retenter une attaque... Ah, voilà, on va faire une attaque au pistolet. Ça va être pas mal. Là, l'attaque au pistolet est plutôt basique. On va prendre quelqu'un qui n'a plus beaucoup de vie. Parce que ça bloque un dégât. Donc bon, non, on va dire que c'est le capitaine qui attaque avec. Donc le capitaine fait une attaque avec un pistolet. 3 dégâts plus on lance le dé. Hop. 0, c'est bien. On va mettre 3 dégâts ici, ce qui permet de terminer le rat avec les derniers 3 dégâts qu'il manquait. Donc lui est battu. Et l'icône qui est ici indique que j'aurais eu un blocage de 1. Comme c'est une attaque à distance, j'aurais pris moins de dégâts de la part du monstre. Donc celle-ci et celle-ci ont été jouées, on les jette. Il m'en reste encore 2 à faire. On va en mettre une avec John Lee qui va tenter sa chance avec le dé plus sa compétence de craft. Donc ça fait 3 en tout. 3, il va pouvoir mettre 1, 2, 3 et prendre une contre-attaque un peu violente. 1, 2, 3.
Donc là, en faisant ça, il se prend 2 dégâts, il n'a pas de blocage, il lui reste 1 point de vie. Donc autant dire que John Lee est plutôt mal en point. Et on va utiliser notre dernière attaque avec le capitaine, une machette qui fait 2 dégâts plus son dé. Donc dans tous les cas, c'est réussi. 3. Je mets un dégât de plus sur le rat qui est vaincu. Et là, je viens d'utiliser toutes mes cartes combat pour ce tour. Donc une fois que c'est terminé, on reprend toutes les cartes combat, on les remélange. Et on refait un deck de 12 cartes puisque la règle nous l'impose pour le prochain combat. Voilà, les 12 cartes sont faites, j'enlève tout ça. Et nous allons reprendre la suite du livre. Comme j'ai réussi à battre les ennemis, je vais lire le 21-8. Les rats vous maudissent et crachent par terre alors qu'ils partent en retraite dans la jungle. Vous pillez leur camp et retournez jusqu'à la rivière. Donc je gagne 3 fleurs de sang. Donc ce sont les symboles qui sont ici. Les fleurs de sang permettent, lorsqu'on en a 5, de faire passer un de ces personnages au niveau 2. On retourne son plateau, et lorsque le plateau est retourné, eh bien, il aura davantage de compétences. Par contre, faire progresser en niveau un personnage ne le soigne pas. Donc, ça nécessite quand même de prendre soin de ces personnages, de se soigner. Ensuite, on barre la zone 21, on gagne une pièce, et on retourne sur la carte. Donc, je gagne une pièce de plus. Écoutez, pour l'instant, on va équiper à fond tous nos personnages. Donc, je gagne une pièce et on va barrer le 21 et partir. Clac, le 21 a été utilisé. Malheureusement, mon temps est écoulé. Donc, nouveau tour. Je tiens un nouvel événement. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Alors, un filet pendant. Vous trouvez une vieille corde accrochée à un rocher. Bah écoutez, moi je prends. La corde, c'est le meilleur ami de l'aventurier. Donc, on en profite. Ça donne 1 au test de bricolage, donc je vais l'enlever à John, je vais enlever une pièce à John, je vais la donner je vais lui donner la corde. Je vais mettre la pièce dans l'équipement de notre bateau, et on va pouvoir continuer l'aventure. Mais là, comme mes personnages sont quand même relativement abîmés, je pense qu'on va devoir se reposer. Alors se reposer, ça ne coûte pas de temps, mais ça impose de barrer une lune sur le plan. Lorsque vous avez barré 6 lunes sur votre journal d'aventure, il ne vous reste plus que 3 tours, donc c'est-à-dire 3 nouveaux événements pour terminer l'aventure sur une victoire. Sinon, ce sera considéré comme une défaite, et dès lors, vous devrez recommencer une partie. Donc le fait de se reposer, ça permet que tous les personnages récupèrent leurs compétences au maximum. Donc là, on va dire que je n'ai pas vraiment optimisé ce coup. Mais tous mes personnages récupèrent également 2 points de vie. Et là, on est sur une situation tellement critique pour le pauvre John Lee que ça devient indispensable de le faire. Comme on s'est reposé, il se passe des événements qui sont déclenchés sur certains objets. Là, en l'occurrence, ça nous dit que grâce à sa canne à pêche, Loïs arrive à piocher, à looter un poisson. Le poisson, on va le mettre là. Et l'avantage, quand on a un objet de ce type, c'est que lors d'un repos, on peut dépenser une nourriture ou un fruit pour gagner 5 points de vie supplémentaires. Et ça, je vais le faire immédiatement parce que le pauvre John est encore mal en point. Et là, hop, il se retrouve bien requinqué parce qu'il a pris un bon morceau de poisson bien juteux. De même, lui nous permet d'avoir un jeton de relance. Donc, on gagne ce petit token qui, lorsqu'il est utilisé, nous permet de relancer un dé. D'ailleurs, j'en gagne 2. Et en l'occurrence, là, ce sera un dé de destin et non pas un dé de combat. Voilà. La première nuit est passée, on va pouvoir repartir à l'aventure, donc je décide d'avancer d'un cran ici. Et ce qu'il se passe lorsqu'on arrive sur une zone de ce type, c'est que je dois faire un jet de navigation avec le dé de destin. Si j'obtiens 1 à 4, mon bateau est endommagé à cause des récifs, donc je dois faire impérativement 5 ou 6. Eh bien c'est raté, donc mon bateau prend 1 dégât. Il lui reste 5 points de vie. Si jamais au cours de l'aventure, votre bateau arrive à 0 point de vie, vous devez barrer une lune et vous regagnez un seul point de vie sur le navire. Donc plus votre bateau va être endommagé de manière critique, plus vous allez devoir le réparer en perdant du temps et donc vous faire perdre l'avantage que vous avez sur votre aventure. Maintenant qu'on est ici, je décide d'aller un petit peu plus loin, je n'ai pas envie d'explorer cette jungle. Les rats étaient plutôt inhospitaliers, donc allons vers la page 6 qui m'amène ici. Pas de bol! De nouveaux rochers juste après. Donc je relance à nouveau le dé. 1, c'est pas le bon. Hop, on ne peut pas faire 5 sur celui-là. 1, c'est un échec. Je reprends un dégât sur mon navire. Vraiment très périlleux cet endroit. Et là, j'ai 2 opportunités. C'est soit je continue vers le nord,
soit je pars immédiatement, vu que je suis dans la bonne zone, vers la page numéro 16. Et là, je pense qu'on va partir vers le nord. Donc, je me déplace encore d'un cran. Et là, j'arrive sur la zone numéro 11. Eh bien, explorons pour 2 et découvrons ce qu'il se passe dans la zone numéro 11. Si vous avez le mot-clé paupières, vous pouvez tourner jusqu'à 2. Vous apercevez un gilet de sauvetage accroché à des branches. On dirait qu'on n'était pas les seuls à utiliser un bateau par ici, dit John en pointant ce gilet de la US Navy, sur lequel on voit un badge. On gagne la carte numéro 4, on barre le lieu numéro 11 et on retourne sur la carte. C'est un gilet de sauvetage qui me donne un blocage de 1 lors des combats, ça c'est très bien, aussi bien en combat direct qu'en contre-attaque. Je propose de donner ça au capitaine, parce que écoutez, il n'a pas encore de veste, et j'ai personne spécialisé en force, donc désormais, lui est un petit peu plus fort que les autres. On peut déjà passer. Je vais probablement le faire, ce qui fait que le personnage suivant aura un avantage d'1. On tient un nouvel événement, et j'aperçois des lianes qui commencent à enchevêtrer le navire. Je dois faire un challenge de force valeur 6. Si je rate, le bateau prend 2 dégâts, et dans tous les cas, je vais gagner une corde. Donc on va faire le test avec John, qui est maintenant à 2. On va peut-être utiliser un point de compétence de John, qui s'est bien restauré et se sent hyper fort. Donc ça me fait 1, 2, 3, il me faut 6. Bon écoutez, hop, c'est validé, parfait. Donc pour 6, je gagne une corde. Encore une, c'est bon. Je peux ouvrir une boutique de cordes maintenant. Une corde qui va aller... écoutez, on va faire les échanges. Donc John va prendre la deuxième corde, très cordée. Et nous allons avancer par ici. Plutôt par ici, tiens. On va aller voir le 3. Donc j'avance de 1. J'avais un bonus parce qu'il me restait un temps tout à l'heure. Je vais peut-être dépenser 2 pour réparer le navire. Dans l'autre sens, c'est mieux. Puis encore 2 pour explorer la grotte. Donc là, j'explore la zone numéro 3. Une structure faite de pierres décrépies et s'effondrant sur le sol pique à travers les lianes. Vous amarrez la harpie de manière sécure et traversez à coups de machette au travers des arbres et des ruines. Une tour semble avoir été partiellement reconstruite et devait servir de tour de guet au milieu d'un masse de bâtiments qui ont été renversés par un tremblement de terre, vraisemblablement. Au centre, un puits sans fond. Une plateforme se dresse à l'intérieur et on y trouve attachée une corde épaisse et une poulie. Donc on peut soit fouiller les ruines, c'est un test de perception 7, soit on peut descendre dans le puits. Et si on le fait, on fait un test de force 6. Écoutez, je suis curieux, je vais faire ça. Donc je vais faire un test de force 6 avec Capitaine Jim, qui, ça tombe bien, a une corde sur lui. Donc je la défausse, je fais un 4. Bon, je fais un 6, c'est magnifique. Jim est un athlète exceptionnel. La plateforme fait la taille d'un vaisseau de sauvetage, d'une petite barque de secours, et a l'air d'être en bonne condition. Tout le monde est vraiment impatient de voir ce qui se trouve tout en bas de ce puits. À part Mei Ling, qui insiste vraiment pour rester en haut du puits et monter la garde. « On revient vite, maman. Merci de prendre soin de nous, » dit John patiemment. « Quelqu'un a besoin de vérifier la corde de toute façon, » lui dit-elle en le regardant partir dans la profondeur du puits. Très profondément, on aperçoit que la roche a été taillée avec un visage gigantesque et une énorme langue et 2 idoles dorées qui pendent au niveau de ses oreilles. Alors que vous essayez de les toucher, le visage commence à bouger. « Retirez vos sales pattes de là !» dit le visage. John se met à rire de manière irrépressible. « Mais qui est là ?»« Personne !» dit le visage, en tordant ses sourcils de pierre. « C'est juste moi, espèce d'humain dégoûtant. »« Vous vivez ici, pour de vrai ?» dit le docteur Milk, intrigué. « Bien sûr que non, espèce de petit animal sans cervelle. J'ai volé ces idoles à la déesse Shorm. Elle a un très mauvais tempérament et
Comme je n'ai pas voulu lui rendre, elle m'a plongé au fond de ce puits sans aucune possibilité de sortir. Je suis resté ici pendant plus de 100 ans. Mais maintenant que vous êtes là, et aussi surprenant que ça puisse paraître, je dois l'admettre, je me sens moins seul. Maintenant, allez-vous-en vite d'ici avant que je perde patience et que j'arrête cette conversation sans saveur. Et prenez ces idoles avec vous. Ramenez-les à l'hôtel de Shorm, sur l'île l'île qui se trouve en haut de la rivière. Vous allez devoir le faire rapidement, cela dit. Vous, les mortels, vous ne pouvez pas cacher quoi que ce soit aux yeux de la godesse, de la prêtresse, de la déesse. Elle vous retrouvera. Et elle vous volera à nouveau ces idoles. Enterrez-les dans de la boue si possible. Nous allons les prendre, dit Loïs, mais nous avons quelque chose de très important à faire. Plus important encore que d'enterrer ces statues dans de la boue. Comme vous voulez, petite personne puante. La statue vous regarde avec un air snob. C'est votre vie, et si je me souviens bien, vous n'en avez qu'une, vous. Alors on peut soit accepter de prendre les idoles, soit on peut décider de partir, puis de remplir de boue le puits. Soit on vole les idoles directement. Je trouve ça assez rigolo de remonter et d'enterrer le puits. Alors on va faire ça. Vous commencez à balancer du sable en grosse quantité au fond du puits. Le visage de Pierre se met à hurler de rage, et en prenant un énorme souffle, il se met à souffler extrêmement fort et ça fait repartir le sable tout en haut du puits jusque dans vos visages. Vous essayez autant que vous le pouvez, mais malheureusement c'est vraiment impossible d'enterrer le visage. Vous trouvez par contre quelques pièces d'or parmi les grains de sable qui ont été soufflés par le visage. On gagne 2 pièces, mais on perd 5 points de vie. On barre le lieu numéro 3, donc on ne pourra plus y retourner malheureusement. Donc on ne peut plus retourner ici, le visage n'a pas été très sympathique, mais nous gagnons 2 pièces. Et ça c'est bien parce que, à défaut de retrouver Shen, on pourra au moins être riche. Voilà, vous avez vu comment se déroulent plusieurs tours de Primeval Peril, une aventure dans l'univers de Sleeping Gods. On va s'arrêter là pour l'instant, j'espère que cette présentation vous a plu. C'est un jeu que je vous recommande vivement d'essayer si vous aimez les parties plutôt solitaires ou à 2 joueurs assez rapides et dynamiques, dans lesquelles vous allez goûter à l'expérience de Sleeping Gods, mais de manière beaucoup plus condensée et plus simplifiée. Et si vous voulez avoir une expérience de jeu un petit peu plus complexe et plus remplie et plus fournie, eh bien, je vous invite à vous renseigner soit sur Distant Skies, qui est en financement participatif sur la campagne en cours, soit sur Sleeping Gods, premier du nom, que vous pouvez trouver dans les meilleures boutiques chez Lucky Dog Games.